Salut à tous. Écoutez, épisode, on vous la fait courte, numéro 6 bis, qui fait suite au numéro 6 qu'on a fait précédemment sur la fin de la Danaer Squad. Je fais une suite toujours en solo puisque notre cher ami Rolly est toujours en congé, donc sur le précédent podcast qui parlait de la dissolution de la Danaer Squad, puisque depuis le podcast il y a de nouvelles informations qui ont été annoncées justement sur ce sujet, et donc je décide de faire une petite mise à jour à ce niveau-là. Donc depuis le dernier podcast que je vous invite à écouter justement si vous voulez avoir toutes les premières informations que j'avais données, Gordon Ryan et Craig Jones ont annoncé chacun de leur côté la création de leur team respective. Donc là, voilà, je vous avais dit, il faut qu'on attende un petit peu pour savoir justement quel team est composé de qui sera créé. Et là, voilà, on a l'information maintenant. Donc on a d'un côté l'annonce de Gordon Ryan qui a fait part du nouveau nom de leur team, qui est composé de John Danaher et de Gary Tonon, qui est la New Wave Jiu-Jitsu. Nom qui est peut-être tiré d'ailleurs d'une des dernières vidéos de BJJ Fanatics, justement, où ils avaient mis justement en titre New Wave Jiu-Jitsu, et c'était John Danaher qui était à l'explication technique de cette vidéo. Et de l'autre côté, on a Craig Jones qui annonce la création de la B-Team. Donc la B-Team composée de Nicky Ryan, Nicky Rod et Ethan Krelestin. Excusez-moi pour la prononciation du nom, mais j'ai toujours eu du mal avec son nom à lui. Et les deux teams sont installés toutes les deux à Austin, Texas. Donc on a Gordon Ryan qui avait déjà annoncé le fait qu'il allait migrer du côté d'Austin, Texas, puisque là c'est officiel. Il a fait un post dans ce sens où il avait même fait un appel au gouverneur, comme je vous avais dit, du Texas pour aider à la formation des policiers et des militaires là-bas pour un état plus sûr. Mais de l'autre côté, c'est une supposition, mais pour la B-Team, on pourrait penser aussi qu'elle s'installerait eux aussi à Austin, Texas, non pas parce qu'ils l'ont annoncé clairement, mais parce que dans le poste de création de la B-Team, la localisation sur Instagram, puisque les deux annonces ont été faites sur Instagram, qui est le média qu'ils utilisent, enfin le réseau social qu'ils utilisent le plus, la localisation en haut était marquée Austin, Texas. On va chercher dans le détail, quand on décortique la situation, on la décortique jusqu'au bout, ou on ne le fait pas, si on veut avoir les bonnes informations. La raison de cette localisation pour les deux serait le fait que leur fan base est plus forte là-bas, tout simplement. Donc, étant donné qu'on crée aussi une team pour essayer d'avoir des adhérents, des élèves, et donc gagner de l'argent. Donc le fait d'avoir une grosse fanbase, ça présage en tout cas plus d'inscriptions, donc plus d'argent pour eux. Visiblement, le Texas est aussi une zone où il y a énormément, où le Jiu-Jitsu a une forte emprise, une forte communauté, et donc c'est pour ça qu'ils s'installeraient là-bas. Par contre, ça va un peu moins en corrélation avec le post de John Danaher qui disait qu'une des raisons de la séparation de leur team était la localisation. Si tout le monde s'installe au même endroit, bon, ça écarte un petit peu ce point, en tout cas, d'analyse dans la scission. Par contre, la première chose que l'on peut voir quand on voit justement cette séparation des deux teams, c'est que c'est un peu la team des vieux contre la team des jeunes, entre guillemets. Donc, puisque d'un côté, comme je vous disais, il y avait John Danaher, donc qui était le créateur de la Danaer Squad, donc là voilà, ça disparaît, avec Gordon Ryan qui était le plus titré entre guillemets de cette team, et Gary Tonon qui lui aussi fait partie des anciens entre guillemets, puisque c'est le coach de Gordon Ryan à la base, et c'est lui qui a amené Gordon Ryan à John Danaher pour en faire le combattant qu'il est aujourd'hui. Et de l'autre côté, on voit voilà, les petits jeunes qui veulent tirer leur épingle du jeu, qui peut-être étaient un peu trop dans l'ombre de ces trois personnalités. Et donc on peut... Là, par contre, on va plutôt dans le sens de la guerre d'ego qui était annoncée justement dans le poste de Danaher. Donc cette guerre d'ego, sûrement sur les profits tirés du jiu-jitsu brésilien. Donc tout simplement parce que voilà, la création, enfin en tout cas jusqu'à maintenant, avant de parler des créations, jusqu'à maintenant, les personnes qui tiraient le mieux leur épingle du jeu de la Danaer Squad, c'était effectivement John Danaher, puisque forcément
étant à l'origine de cette squad, c'était lui qui était déjà le plus mis en avant dans l'apprentissage des techniques, donc dans les DVD techniques, enfin, c'est ça qui leur apporte énormément de fond, on va pas se mentir, et qui a fait leur fortune entre guillemets dans le jiu-jitsu brésilien, en plus des stages et de l'argent qu'ils ont gagné lors des différents galas et des différentes compétitions dans lesquelles ils ont participé. Donc on voit avec BJJ Fanatics, Danaher a fait une multitude de DVD, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il est aussi bien, à mon avis, financièrement. Et c'est la même chose pour Gordon Ryan, et dans une moindre mesure aussi pour Gary Tonon, qui sortent une multitude de DVD de chacun de leur côté chez BJJ Fanatics. Ce qui est beaucoup moins le cas, voire pas du tout le cas, pour le reste pour la B-Team en tout cas, à part Craig Jones qui lui aussi a sorti quelques DVD, mais Nicky Ryan n'en a jamais sorti. Nicky Rod en a fait un, je crois, sur la préparation physique, parce que voilà, c'est sur ça qu'est basé tout son jiu-jitsu, parce que techniquement il n'est pas encore abouti, donc c'est plus son physique qui a fait parler, et donc ils ont sorti un DVD sur sa prépa. Et quant à Ethan Krelisten, lui on l'a jamais vu, en tout cas je crois pas l'avoir vu sur un DVD. Peut-être que je me trompe, vous pouvez peut-être me corriger, mais en tout cas voilà, on sent que là il y a quelque chose à faire. Il faut sortir de l'ombre des trois grosses personnalités et prendre un peu leur envol en créant leur team, parce que créer sa team, c'est l'assurance d'augmenter les profits en se séparant du noyau dur entre guillemets de la Danaher Squad. Donc voilà, donc il y a vraiment cette séparation à ce niveau-là. J'avais du mal à voir, de toute façon, moi quand j'ai entendu parler dans un premier temps de la scission de la Danaher Squad, j'avais du mal à voir justement la scission se faire entre Danaher et Gordon Ryan. Pour moi c'était dur à comprendre, dans le sens où Gordon Ryan a vraiment un amour profond, et ça se voit, pour Danaher, et un respect pour lui. C'est-à-dire que le mec, tu sais qu'il lui doit tout, il a un grand respect pour sa technique, il est comment dire, c'est vraiment le disciple parfait pour un enseignant. Et donc je le voyais, j'avais du mal à le voir se séparer de la personne de John Danaher. Et là, donc, force est de constater que c'est le cas. Il ne se sépare pas justement de Danaher, et donc on voit qu'il garde justement dans sa team son maître, son sensei. Par contre, là où j'ai eu du mal à comprendre, c'est la scission entre Gordon Ryan et son frère. Alors j'ai pu voir une raison. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, en faisant des recherches pour ce podcast? C'est une rumeur qui serait une mésentente en fait sur l'héritage suite au décès de leur père. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Dur à dire, parce que je ne sais pas si leur père était vraiment fortuné, ou quand on voit on voit que c'était surtout Gordon Ryan qui s'occupait de lui et qui le logeait et tout ça. Donc voilà, il faut savoir qu'ils ont encore aussi une mère. Donc en général, je ne sais pas comment fonctionne le système d'héritage aux États-Unis, mais en France en tout cas, avant de pouvoir parler d'héritage, c'est la mère en général qui a la jouissance des biens. Après, je sais pas comment ça se passe dans leur famille, mais bon. Et donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre si la mésentente se fait vraiment à ce niveau-là. Je ne sais pas. Est-ce une vraie raison, une fausse raison? J'ai du mal à cerner en tout cas le pourquoi du comment dans cette histoire. Mais bon, en tout cas, et puis en plus Gordon Ryan, il roule sur l'or, donc il est millionnaire, il le dit lui-même. Donc est-ce qu'il y a vraiment un problème d'héritage entre les deux? Est-ce que c'est plus du sentimental? J'en sais rien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que la scission viendrait de là si on suit les rumeurs. Bon. C'est une possibilité. Est-ce que c'est pas, même s'il y a un démenti qui a été fait par Craig Jones, plutôt un gros coup de com', étant donné que voilà, on sait qu'ils sont très forts pour faire de la publicité autour de leur team, on sait qu'ils sont très bons dans la communication, ils savent que ce type d'événement va faire parler, et d'ailleurs c'est le cas, puisque là je suis en train de faire 2 podcasts sur le sujet.
Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière plutôt peut-être l'idée d'un nouveau challenge entre eux, en fait, tout simplement, puisque on voit que voilà, ils cherchent toujours à, comment dire, comme je disais, à créer de nouveaux événements. Donc le fait c'est peut-être une compétition mais saine, qu'ils veulent mettre entre eux, entre les jeunes et les vieux. Peut-être que c'est parti d'une discussion à la base et qu'ils se sont dit, bah tiens, qui ferait mieux, qui aurait les meilleurs résultats. Et peut-être que c'est comme ça qu'a né l'idée de faire la scission entre les deux équipes, puisque Danaher, quand on lit entre les lignes, dit quand même qu'il y a toujours entente dans l'équipe de la Danaher Death Squad et qu'il y aura toujours sûrement des projets communs. Donc il ne ferme pas la porte au fait d'avoir des passerelles entre les deux équipes. Chose qui sera beaucoup plus facile si effectivement les deux équipes sont dans la même ville, à Austin, Texas. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Et donc voilà, il est possible que ça soit juste, voilà, comme je disais, un gros coup de com', le fait d'attirer du monde, le fait de faire en sorte que les gens se précipitent dans leurs académies, puisque je lisais voilà déjà sur une vidéo qui parlait de ça justement, mais une vidéo américaine, les commentaires où je voyais déjà des gens dire, bah en tout cas je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai hâte d'aller visiter les deux teams. Donc ça va attirer du monde, ça va faire parler, et donc je pense que ça va être plus que bénéfique pour ces deux équipes. Maintenant, en tout cas, si on sort de tout ça, si on sort de cette idée mercantile de la chose, avec juste comme ça, pour moi en tout cas, hein, là je ne parle que pour moi. L'intérêt d'aller dans une team irait plutôt, de mon côté, du côté de la New Wave Jiu-Jitsu, dans le sens où là, on a quand même, en termes d'enseignement, on a 3 orfèvres niveau technique, que ça soit John Danaher, que ça soit Gordon Ryan. Bon, même si Gordon Ryan, comme on en avait parlé dans les DVD, l'intérêt du style de Gordon Ryan, entre guillemets, c'est un copier-coller du jeu de Danaher, donc je vois pas vraiment d'évolution dans son style par rapport à ce que Danaher lui a apporté. Donc bon, c'est un peu voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein, comme on dit dans l'expression française, mais en tout cas c'est un peu la même chose. Mais on a aussi Gary Tonon qui apporte techniquement des choses extraordinaires, qui a un style qui est peut-être pas adapté à tout le monde, il faut avoir certaines facultés techniques, physiques plutôt, pour pouvoir faire son style, puisqu'il a une énorme souplesse dans son jeu. Mais voilà, entre le jeu de Danaher et le jeu de Gordon Ryan et le jeu de Gary Tonon, et surtout leur expérience et leur faculté à enseigner, parce que c'est très bon pédagogue, je pense que l'intérêt va plus pour un élève vers la New Wave que vers la B-Team, qui est composée de jeunes qui doivent faire encore leurs preuves, qui doivent prouver que ce sont des bons enseignants. Craig Jones le fait, il a fait de multiples stages, ça porte ses fruits, on sait que c'est un bon enseignant aussi, mais Nicky Rod, donc Nicky Ryan, on voit qu'il suit un peu le chemin de Nicky Rod, un petit peu dans le sens où il se lance vachement dans la lutte, il a fait beaucoup de physique, il a changé son style, on voit qu'il a simplifié son style entre guillemets, mais on ne sait pas ce qu'il donne. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, plus réservé. On ne sait pas ce qu'il donne en tant qu'enseignant. Nicky Rod, techniquement, il est encore loin d'être assez abouti. Peut-être que Ketan Krelestin, lui, pour le coup, est peut-être un peu plus technique. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il donne en tant qu'enseignant non plus. Donc, le pari d'aller vers eux, pour l'instant, en tout cas, est moins clair, à mon sens. Donc voilà, il y a deux choix qui se présentent vis-à-vis des habitants d'Austin, Texas, ou des gens qui voudraient aller migrer là-bas pour apprendre le jiu-jitsu brésilien nogi, puisque ça sera essentiellement du nogi. Donc soit l'expérience, la technique est d'un côté, soit la jeunesse, le physique et peut-être justement le côté peut-être un peu plus compétiteur du fait d'être de cette jeunesse de l'autre côté. À voir. En tout cas, c'est très intéressant. Ça fait parler, mais ça fait parler pour de vraies raisons, parce que effectivement, moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir les premiers résultats de ces deux teams. Alors, les premiers résultats, déjà,
entre eux, mais bon, ça, il n'y a pas de grosse découverte. On sait très bien, on connaît très bien les profils de chacun et leurs facultés techniques et en compétition. Mais ce que j'ai hâte de voir, moi surtout, c'est les différentes têtes qui vont sortir de leurs académies et de voir ces deux teams se développer et de voir justement jusqu'où elles vont aller et qui elles vont sortir et quel renouveau va y avoir dans le jiu-jitsu. Et donc voilà, c'est ça qui est excitant à mon avis là-dedans. Ça mettra du temps, puisque de toute façon, Rome ne se fait pas en un jour, et même s'il y a des gens talentueux qui vont venir directement, il faut le temps qu'ils se forment chez eux. Donc ce sera pas des teams établis comme c'était le cas de la Danaher Escouade, dans le sens où ils avaient l'ancienneté de la Rezzo Grassi et les élèves qui étaient là, même s'il y aura peut-être des gens qui suivront. Ils n'ont pas l'ancienneté d'une académie comme Athos, par exemple. Donc ou One Jiu-Jitsu, enfin voilà, c'est pour le coup ils ont encore tout à faire. Mais ça c'est une belle histoire. On va voir ce que ça va donner et j'ai hâte de voir la suite à ce niveau-là. Bon, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de cette mise à jour. Si j'ai oublié quelques petites informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très rapidement pour l'analyse et les pronostics du combat qui va avoir lieu la semaine prochaine, samedi prochain, entre Derek Lewis et Cyril Gane pour l'UFC 265. Donc voilà, et cette fois-ci on va s'organiser et je serai en podcast avec notre cher Rolly. On se retrouve à deux pour faire cette belle analyse, en espérant que le résultat sera côté français. Donc on se retrouve très rapidement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je vous dis à bientôt pour cette analyse et pour les prochains podcasts. Allez, salut!